Merci, Monsieur le Président. Honorable et respectueux membres du tribunal. Et mon colonel, Oui, maître. vous êtes à cette barre parce qu'on vous accuse de meurtre, d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, séquestration, détention, de torture, de complicité de coups, blessures et violences volontaires, de complicité de vol à main armée, d'entrave à l'arrivée des secours et enfin de non-assistance à personne en danger. Vous avez écouté clairement les différentes questions posées par le tribunal, les avocats de la partie civile, le parquet. C'est des questions, à part celles posées par le tribunal, qui n'ont pas trait à ces infractions pour l'essentiel. Or, vous êtes là parce qu'on vous accuse de ces infractions. Vous avez quel sentiment aujourd'hui, après 13 ans, depuis pratiquement 2010, à l'ouverture de l'information, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui devant ce tribunal? Merci, maître. Et c'est difficile à dire. Et quand vous regardez un peu le déroulé de ces multiples infractions contre ma personne, je peux dire en un mot que je me remets à Dieu. Ça n'arrive qu'aux vivants. Quand quelqu'un pense que, quand je parle d'autres vont imaginer que c'est un éloge, non. Mais en réalité, cela ne me ressemble pas. En réalité, ces infractions portées aujourd'hui sur ma personne me fait honte. C'est une honte personnelle d'abord. Mon colonel. Suivez-moi, je vais finir, s'il vous plaît. Je suis choqué. C'est suffisant, c'est suffisant. Et je voulais simplement... Écoutez, n'êtes-vous pas angoissé devant ce tribunal? Je suis profondément angoissé. Et j'attendais ce moment ultime. Parce qu'en 2017, c'est vous qui m'avez envoyé l'ordonnance de renvoi lorsque ils se sont prononcés là-dessus. Ma première réaction... C'est bon, hein, c'est répondu. Hein. Et je voulais préciser que vous m'avez confié, et c'est l'occasion de le dire, que vous avez confiance en ce tribunal, en cette composition. Depuis que vous avez été interrogé pour la première fois, vous m'avez confié que vous avez confiance en ce tribunal et que de ces travaux résulteront des décisions qui seront exemplaires. En tant que gendarme, que pensez-vous de la protection de la vie humaine? La vie humaine qui constitue le but suprême du droit, en tant que gendarme. Merci, merci. Merci, maître. Par rapport à la confiance, cela n'est pas à discuter. Si dans ce pays, ce n'est qu'un noyau d'hommes comme ça qu'on a trouvé, c'est parce que vraiment ça a été bien tamisé. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir confiance à ce tribunal. Et je crois que le droit sera dit ici pour qu'enfin chacun soit situé sur son sort. Alors, par rapport à la vie humaine, moi je pense qu'aucun droit du monde ne prévoit qu'une personne peut ôter la vie à autrui. La vie en elle-même est un droit universel, est un droit même naturel. Ça veut dire que moi, quand je suis dans ces dossiers comme ça, je suis peiné, mais on est toujours obligé de rester derrière la justice. Elle est là pour nous départager. Et
On a souvent parlé de 200 hommes sous votre autorité. Je veux avoir des éclaircissements. Quand on dit qu'il y avait 200 hommes, parce qu'on peut croire que ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous étiez avec ces 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais ce qui est paradoxal. D'abord, j'ai dit comment je suis venu, comment j'étais. Et j'ai expliqué que la patrouille était nocturne et diurne. Ceux qui sortent le matin ne peuvent pas sortir le soir. Et les 200 personnes, ça, c'est y compris toute l'administration, y compris tout le monde. C'était un service créé pour les circonstances données. On ne pouvait pas envoyer 200, 300 personnes là-bas, comme opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis que ce jour-là, j'étais avec mon garde de corps, mon chauffeur, et surtout, je précise qu'il y avait des services, il y avait des patrouilles. Donc, pratiquement, même 20 ou 30 personnes ne peuvent pas sortir par jour. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des gens qui travaillent, il faut la corvée et tout. Il faut le piquet. Il y a tout ça là, dans la composition d'un service opérationnel, il y a tout ça qui compose. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Et moins tout ça, l'effectif qui reste, comme ça peut être 200 personnes, ou même 20 ou 30 personnes au stade. C'est bon. Pour la patrouille. Et au stade, ce jour-là, vos agents, les agents de votre service qui étaient là, étaient sous le contrôle de qui? J'ai dit qu'il y avait la patrouille, et la patrouille était composée, c'est-à-dire c'est essentiellement le colonel Farimba qui planifiait la patrouille. Donc il sait pertinemment c'était sous le contrôle de qui, et je pense qu'il a déjà dit devant les juges, le pool de juges d'instruction. Conformément aux normes d'intervention, vous parlez de patrouille diurne et nocturne. Et conformément aux normes, je veux parler des normes d'intervention dans ce cadre-là. Est-ce que vos agents portent des armes? Oui et non. Non si c'est la patrouille journalière, et oui si c'est la patrouille nocturne. Et qu'est-ce qui justifie, parce que la question est revenue plusieurs fois, qu'est-ce qui justifie, quelle est l'opportunité de l'intervention de vos agents lorsqu'il y a des manifestations? L'opportunité se situe ici lorsque la manifestation passe derrière eux, et ils viennent derrière, comme j'ai dit. C'est-à-dire c'est les terrains déjà conquis par la manifestation et ils sont là-bas pour ne pas que les petits bandits s'attaquent aux biens d'autrui. Ça a été toujours le cas dans ce pays. Donc je pense en ce moment-là, d'autres Guinéens peuvent dire, grâce à vous, on a été sauvés tel jour. Donc puisque nous sommes là-bas, je sais que c'est précisément leur rôle, ça. Rester derrière, partout où ils passent, et ils viennent derrière pour surveiller si quelques éléments ne vont pas s'attaquer aux biens d'autrui. C'est pour les empêcher. Est-ce que donner des ordres, que ce soit à votre niveau ou au niveau de Farimba, donner des ordres aux agents, est-ce que cela pose problème? Donner des ordres dans le bon sens, par exemple. C'est ça. Ça dépend des ordres. Parce que même l'armée a modifié un peu le règlement militaire en fonction de ça. Quand on disait dans le temps que celui qui donne l'ordre en est responsable. Non, ça c'est fini. C'est modifié. Si on donne l'ordre, si l'ordre n'est pas normal et que tu l'exécutes, tu en es responsable devant la loi et devant la juridiction militaire. Donc ça veut dire donner des ordres dans le sens positif n'est pas vraiment quelque chose de mal en soi. Et aviez-vous rencontré le président Moussa Dadis Camara le 27 au soir? Pas de tout, pas de tout. D'abord, il était venu fatigué, je pense, de son voyage. Et je pense que ce jour-là, je ne suis pas rentré. Comme je vous ai dit, j'ai été déjà évincé du camp. J'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis pas rentré ce jour-là au camp. Vous dites que vous étiez un peu éloigné de ces bureaux. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal cette configuration? Parce qu'il y a une confusion à ce niveau jusqu'à présent. Quand vous avez dit hier que vous avez passé la nuit dans votre bureau, il y en a qui ont cru que vos bureaux sont contigus au bureau du président. Expliquez s'il vous plaît cette phase-là.
Non, mes bureaux n'étaient pas contigus au bureau du président. Vous savez, le feu général Lassana Conté a construit des immeubles à l'intérieur du camp. Et ces immeubles-là sont compartimentés, c'est-à-dire il y a deux niveaux. Il y a deux qui sont derrière, vers l'Imaya, dans le même camp, un camp de Fayaya, qui est un grand camp, vous le savez, c'est le plus grand camp du pays, presque, si je peux dire. Donc, deux bâtiments de l'autre côté, mais tous les autres bâtiments-là, de B1 à B13, B12, sont tous l'autre côté où se trouvait la présidence. Donc, et moi, j'étais au départ à l'autre côté. Donc, après mon accrochage avec Toumba, ils m'ont fait sortir. Le général Sekouba m'a fait sortir dehors. J'étais maintenant dans un bâtiment isolé, vers Yimaya maintenant, là aux mains, juste à la porte du camp, à 5 mètres ou 2 mètres de la porte du camp. Quelle est la distance qui séparait vos bureaux de ceux du président? Non, à peu près, la distance. Ouais, à peu près, on peut dire, estimé à 200, 300 mètres, hein, on peut dire comme ça. Mais il y a un mur séparatif qui sépare les deux entités. L'autre côté, le camp là, on appelait ça le régiment. Et nous, on était déjà vers Yimaya depuis le début de l'affaire. Maintenez-vous que les échanges entre M. Sidi Touré et le président Moussa Dadis Camara ne se sont pas déroulés en votre présence? Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens bien et je regrette fortement que ce soit dans ma déposition et que je n'ai pas prêté attention quand la dame faisait la lecture. Certaines personnes se posent toujours la question de savoir ce que vous étiez venu faire au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Qu'en dites-vous? Bon, sauf que les gens ne me posaient pas la question de savoir sur d'autres scènes de crimes ou de conflits, pourquoi j'ai été bulletin de ceci, cela. Et puisque les autres là tourné au vinaigre, aujourd'hui on me pose la question pourquoi tu es venu. Quand tu poses la même question au président Selou Dalin, président Mokhtar ou Baouri, ou Jean Madouré vivait encore, il aurait dit non, c'était nécessaire qu'il soit là. Le fait que j'ai entendu le coup de fusil, je suis venu, c'était un devoir militaire. Ça, c'est un devoir de soldat. Ceux qui ont entendu qu'ils ne sont pas venus, croient aujourd'hui qu'ils sont sauvés. Mais ils ont un cas de conscience. Parce que s'ils avaient agi comme moi, on aurait sauvé davantage de personnes. Portiez-vous une arme ce jour, ceinturon, arme, peu importe? D'abord, généralement, comme vous le savez, je porte les tenues évasées. Donc, pas de ceinturon. Et généralement, je suis habillé comme ça. J'ai les tenues comme ça, et américains, français, façon française, qui sont évasés comme ça, et je ne porte pas de PA et sans ceinturon. Est-ce que vous portiez une arme ce jour? Pas de tout, Monsieur le Président. À quelle heure précise êtes-vous arrivé à Dixine? Vous avez dit du côté de la pharmacie Manizé, voilà, jusqu'au vers l'esplanade du stade. À quelle heure précise? J'ai dit que c'est dans les fourchettes de 9h, 10h, entre 9h et 10h. Je ne sais pas maintenant quelle heure exacte, parce que franchement, il ne faut pas inventer les choses. Quelle était l'atmosphère à cet endroit? L'atmosphère était calme. Les policiers et les gendarmes se regardaient à distance. Les agents de maintien d'ordre et manifestants se regardaient à distance. Et moi, je suis venu dans ce vide-là, parce que les autres étaient sur l'esplanade. Et les manifestants étaient juste en face de Manizé. Quand vous regardez un peu les vidéos. Et je suis venu, j'ai regardé ma voiture. Je ne me suis même pas adressé aux gens là. En réalité, demandez-les. Il n'y a aucune vidéo ne peut le prouver. Et je suis parti directement vers les manifestants. Et si vous me voyez, je suis seul au milieu de cette foule qui est en train d'applaudir. Pouviez-vous, dans ces circonstances-là, en ce moment précis, tirer sur un manifestant? À moins qu'on soit fou, sinon quelqu'un qui applaudit pour toi, qui est en train de conventionner, il n'y a pas de possibilité de tirer. Et mieux, je n'étais pas armé. Et même si j'étais armé, c'est impossible, c'est impensable. Est-ce que vous auriez pu tirer sur une personne, sur un manifestant dans cette foule et que vous ne soyez pas lynché? C'est pas possible. Tu ne peux pas tirer sur les manifestants, c'est un manifestant, dans une foule comme ça, enthousiasmé, et que les gens continuent à applaudir pour toi. Moi, je ne sais pas comment le chemin là peut être établi. Et on parle de l'ouverture du stade.
Étiez-vous, à l'époque des faits, directeur du stade du 28 septembre? Pas de tout. Je rappelle qu'il y a une note de service au dossier, la note de service numéro 043, portant fermeture du stade du 28 septembre. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit répondre à cette question de l'ouverture du stade, c'est bien le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, dit Petit Sori. Affirmatif. Oui. Et l'expression faux problème, on est revenu là-dessus hier, faux problème, signifie-t-elle violence, viol, meurtre, assassinat ou toute autre infraction? Faux problème. Vous savez, c'est difficile de gérer nos jargons militaires dans des circonstances comme ça. Alors, sinon, faux problème pour moi, même ceux qui étaient déjà interpellés là, ils ont créé des faux problèmes. Toi, tu es couché chez toi, quelqu'un te dit sors, tu vas marcher. Tu sors, tu marches en son nom. Il n'a aucune autre emprise sur toi. Il a dit seulement sors, tu vas marcher. Pour quel motif, je ne sais pas. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Alors, pour moi, c'est un faux problème. Parce qu'on vient t'interpeller dans ça, ne serait même que prendre les gaz là, c'est déjà des problèmes. Et on vient t'interpeller dans ça, on te met dans des pick-up, et généralement on t'envoie. Ou généralement tu es là, tu es privé de ta liberté pendant que tu es assis. En ce moment-là, lorsque vous avez dit faux problème, ouais. Est-ce que vous avez pensé au pas meurtre? Pas de tout. Et ce que j'ai dit, la pensée qui m'est venue dans la tête, c'est que je vous dis comme ça. Pas de tout. Et je pense que c'est pas ça. Mon colonel, que répondez-vous à la polémique autour de votre propos, quand certains ont dénaturé votre propos au stade ou devant le stade? Certains disent que vous avez affirmé vous voulez accéder au stade, allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Attendez, je n'ai pas fini. Nous vous ferons porter la responsabilité de ce qui surviendrait. Vous allez être tué. Vous allez vous faire tuer. C'est terminé. Je vous avais dit de faire attention. Ça apparaît dans plusieurs procès-verbaux. Cette polémique-là, qu'en dites-vous? Mais c'est vraiment grave. Je pense que ces mots ne sont pas de moi. Et mieux que ça, si cela était vrai, les gens qui étaient autour de moi, c'était pas maintenant les manifestants. On peut estimer que ça, c'est des petits garçons qu'on ramasse dans le quartier. Mais j'étais en face des personnes ou des hommes d'État. Quand on parle des Sidia, quand on parle de président Baouri Otola et le président Selou, tu leur dis, vous allez vous faire tuer, et après vous comprenez sur un consensus, ça c'est impossible. Et un de deux, je pense que les gens n'allaient même pas partir. Si moi j'avais les informations comme ça, et j'avais des idées comme ça, j'avais prononcé comme ça, je n'allais pas permettre les gens de partir. Mais comment se fait-il que je prononce ces mots, et que c'est même avec des gens qui ne sont pas des petits hommes, hein, et que ces gens-là et moi, qu'on trouve un consensus sur la base des missions à accomplir. Alors moi je tombe de nu. Mais dans ce pays, hein, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Vous ne voyez pas une contradiction, parce qu'au même moment, c'est en une seule phrase, pratiquement, que vous avez employé ce que vous avez dit, des conseils que vous avez prodigués, comme vous l'avez dit hier. Est-ce que vous auriez pu employer toutes ces expressions-là au même moment? Parce que c'est dans beaucoup de procès-verbaux. Oui, mais ça, l'expression n'est pas un conseil, c'est une alerte. L'expression dont vous faites allusion n'est pas un conseil. Hein? Est fortuit comme ça. Quelqu'un peut le dire, un homme normal ne peut pas le dire comme ça aux gens. Et si je le disais, les gens n'allaient pas partir. Ça, au moins, c'est clair. Moi, mon problème, c'est quoi? J'ai juste dit que si j'avais dit cela, c'est impossible que ces gens, les personnes aussi hautement intellectuelles, allaient se permettre d'y aller. Et ils n'allaient même pas me donner le temps d'aller à un consensus. C'est pas possible. Mon colonel, est-ce que vous auriez pu dire au même moment, vous allez vous faire tuer, vous allez endosser la responsabilité, et c'est terminé. Toutes ces expressions-là qui ont été employées dans les procès-verbaux, est-ce que au moment X, vous auriez pu employer toutes ces expressions-là à la fois? Pas du tout. Vos propos est-ce que vos propos en ce moment-là étaient constitutifs de menaces?
On s'est juste conseillé en grand frère et jeune frère. Je pense qu'il n'y avait aucun mot menaçant, selon moi. Est-ce que ces conseils signifient que, comme il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, que vous aviez connaissance que des exactions allaient être commises au stade du 28 septembre? Est-ce que ces conseils, vos conseils, les conseils que vous avez donnés, est-ce que ces conseils signifient que vous aviez connaissance d'une planification quelconque, d'un massacre quelconque au stade du 28 septembre ce jour? Pas de tout. Et si je le savais et si j'avais une information déjà, moi-même, je n'allais pas venir. Ça, au moins, c'est clair. Je ne suis pas aussi bête que ça. Est-ce que, parce que là aussi, il y a des difficultés, il y a des confusions, vous pouvez faire une présentation sommaire du stade du 28 septembre à partir de l'esplanade, hein, le portail, la cour, parce qu'il y a une cour dans une cour, ce qu'on ne comprend pas, les gradins, hein, la pelouse. Est-ce que vous pouvez procéder et jusque là où vous êtes venu, quand vous êtes rentré, là où vous êtes venu récupérer certains leaders? Comme je l'ai dit tantôt, maître, effectivement, ce que vous avez dit, c'est la description, s'il faut dire, normale que vous venez de donner. Il y a d'abord l'esplanade, après un grand portail. Quand vous ouvrez ce grand portail-là, vous tombez dans un vide, où il y a même des bâtiments de sport, il y a même les gens qui y logent. Donc ça, c'est la cour de stade. Tout ça, là, les gens appellent stade. Et après, vous avez une autre cour à l'intérieur, où se trouve la pelouse, où se trouve même le gradin, comme vous le dites, tout. Ça, c'est pas à ce niveau-là. Moi, j'ai croisé l'âge d'Alain juste à la porte là-bas, la porte de cette pelouse-là. Je venais en courant, c'est lui que j'ai croisé et je pense que quand il sera là, il va le confirmer. Vous étiez avec qui lorsque vous rentriez au stade? Parce que vous avez dit que vous êtes rentré en courant. Vous étiez avec qui? C'est seul mon garde de corps qui me suivait. Lui me suivait en courant. Il a remarqué, même dans la foule. Vous maintenez que c'est M. Baouri et l'âge Selouda Diallo et feu Jean-Marie Doré que vous avez envoyé à la clinique Ambroise Paré? Effectivement, plus deux autres que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils me voient maintenant pour qu'ils peuvent témoigner à distance. On vous accuse d'avoir entravé l'arrivée des secours au stade et refusé de porter assistance à des personnes en danger. Qu'en dites-vous? Je pense que comment simultanément on peut jouer ces deux rôles à la fois. Secourir et empêcher de secourir. Je pense que c'est deux choses diamétralement opposées. Secourir en même temps empêcher de secourir. Vous avez demandé ceux-là qui étaient blessés, qui étaient dans ma voiture, qui étaient conscients, comme les Baouri, quand vous leur demandez, et ils vous diront que quand on a sorti, le seul arrêt qu'il y a eu à faire, c'était avec j'ai vu que c'est que les policiers qui venaient. Je les ai dit que là-bas, c'est au stade, tout le monde était venu avec ses hommes, il y avait des problèmes. Et ceux-là sont blessés, je les envoie à l'hôpital. Et vous voyez. Et ils ont continué à pied, hein, ils étaient à pied. Et moi, j'ai bifurqué vers l'hôpital, la clinique Ambroise Paré. On vous accuse également d'avoir donné des instructions à certaines personnes, notamment à vos agents. Est-ce qu'à un moment donné quelconque, un seul agent a été présenté et qui a reconnu avoir reçu de telles instructions de vous? Bon, je pense qu'après 13 ans d'enquête et qu'aucun agent n'a été identifié par rapport à ce passage, je me dis que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit ce jour-là, dans ce rôle que je jouais, quoi. Sauf que celui qui me dit, mon commandant, il y a les Syriens qui aussi sont blessés, il dit, mettez-vous dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Lorsque vous êtes revenu au stade, suite à l'appel radio, vous informant que des tirs retentissaient au stade,
quelle était la situation générale en ce moment-là au stade? Moi, je vous dis, je l'ai dit tantôt que quand je rentrais maintenant, on entendait les tirs par intermittence. Ce n'était pas maintenant un tir nourri ou un tir par coup de rafale, mais le tir par intermittence. Donc, pratiquement, et ce n'était pas le chemin là, ce n'était pas dans le vide là. C'est pas dans le vide là. Je pense que c'était derrière là-bas vers la pelouse. Par intermittence. Ok. Est-ce que cela représentait pour vous-même, parce qu'il y avait des tirs, est-ce que cela représentait pour vous-même un danger? S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, il y a trop de bruit. Est-ce que cela représentait pour vous un danger vous-même? Mais un danger potentiel, il n'y a pas de réel. Quand on entend que ça tire, si ce n'est pas le cœur de soldat, c'est difficile d'y aller. J'ai fait le front. Quand on dit aller faire une reconnaissance d'un point à un autre, alors que ça tire, c'est le cœur qui vibre d'abord. Mais puisque tu es appelé par un devoir, tu es obligé d'y aller, et d'accomplir ta mission. En dépit de ce danger, qu'avez-vous fait? En dépit de ce danger, il y avait un danger. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais j'ai minimisé. J'étais dans un dilemme. Mais j'étais obligé de minimiser le danger pour pouvoir au moins, une fois déjà sur le terrain, et que, sachant déjà que tout le monde était informé que les gens y étaient, alors pouvoir au moins jouer un rôle. Et je pense que ce rôle, je l'ai joué. Donc vous avez pris un risque de sauver certaines personnes. Un grand risque, s'il faut dire. Oui. Est-ce que vous auriez pu tirer sur des manifestants au stade du 28 septembre devant les leaders politiques sans que ces leaders ne réagissent? Pas de tout, pas de tout. Et mon nom sera aujourd'hui sur toutes les lèvres. Vous dites que vous n'avez pas donné d'instruction à qui que ce soit. Et que dites-vous alors des enlèvements? Parce qu'on parle, on parle des jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Et que dites-vous des enlèvements, des détentions et séquestrations et traitements cruels dans les différents camps, notamment au camp Koundara et au camp Alpha? Non, c'est que je dis que en listant ces différentes infractions à mon égard, ça me fait tomber dans un sentiment, pas de regret, mais je me dis quelque part que c'est très difficile de servir. Mais il faut servir. Sinon, c'est difficile à concevoir tout ça, parce que toutes ces infractions que vous venez d'énumérer, j'étais en charge de lutter contre ça. Et j'ai arrêté pas mal de personnes dans ces liens-là et le travail devant les tribunaux sur l'enlèvement, séquestration. Quand je prends la petite Bangoura et la petite Badé, où il a fait 2 jours de recherche et le retrouver vers son fournière là-bas, et tout le monde a vu ça à la radio, à la télévision à l'époque. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, les tueries de Kamsa, de Fria et autres là où on a arrêté les éléments, quand je pense à tout ça aujourd'hui... Monsieur Camara, une fois de plus, s'il vous plaît. Mais c'est une question ouverte, Monsieur le Président. Vous me suivez. Pas de commentaires qui n'ont pas trait à la question. S'il vous plaît, répondez juste à la question. Mon colonel, aviez-vous connaissance, ce jour-là, de la commission des infractions que je viens d'énumérer au niveau de... Est-ce que vous avez eu connaissance de la commission de ces infractions? Pas du tout, et puis c'est ce qui fait l'objet de démonstration. Sinon, je sais que je ne suis pas un homme de ce genre. Avez-vous donné des instructions à l'effet de tirer sur des manifestants? Pas du tout. Que dites-vous de la fourniture d'instructions relativement à la commission des coups et blessures, telle que indiquée dans l'ordonnance de renvoi? Bon, c'est pourquoi j'avais demandé à ce qu'on me confonde à ces gens-là au moment de l'instruction, car cela ne vient pas de moi et je n'ai aucune connaissance. Pardon? Cela ne vient pas de moi et je n'en sais rien du tout. Mon colonel, une dernière question, peut-être.
Parce que vous avez compris que, en réalité, si les preuves ne viennent pas du parquet, c'est très difficile, voilà, de pouvoir évoluer normalement dans ces conditions. Et lorsqu'on parle de votre arrivée au stade du 28 septembre, vous avez dit que vous avez reconnu, vous avez vu Toumba, M. Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que c'était effectivement lui? Exactement, et avec toute la netteté. Il y a eu une discussion hier autour de l'interrogatoire de feu Mamadou Camara, le général de corps d'armée. Il a été indiqué que dans un premier temps, comme il a indiqué dans son interrogatoire, lorsqu'ils sont arrivés au camp, là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tcheboro Camara et Aboubakar Diakité dit Toumba. C'était le matin. Hein? C'est le matin. Et dans le même procès verbal, il est indiqué que vous étiez au camp Samori, au même moment, le matin. Qu'en dites-vous? Alors, c'est compliqué. Je me demande que, franchement, c'est grave. C'est comme c'est un général, et malheureusement, il est mort. Parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui ici, ce général Toto, ça sera immoral. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui l'a dit, et aujourd'hui, il est en face de Dieu. Comment on peut être à la fois au camp de Faya et au même moment au camp Samori? Deux, le président Dadis est là, il sait de son commandement jusqu'à ce qu'il a quitté, il ne m'a jamais reçu avec Toumba. Toumba et moi, c'était pas aussi quelque chose de facile. Hein. Donc, parce que moi, je suis procédurier et lui, c'est un commando, c'est pas facile. Donc, on n'a été jamais reçu pour quoi que ce soit par le capitaine Dadis, président d'alors, hein, avec Toumba. Moi et Toumba, non, pas possible. Toumba et moi, jamais reçus ensemble. Je vous remercie, M. le Président.